naturellement son mécontentement et sa colère contre Breteuil. 175 feuillets de Conches, correspondance, p. 351, s'imagine à tort qu'il s'agit de Clément Wenceslas, archevêque électeur de Trèves. Madame de Bombelle ne le connaissait pas et n'avait pas à parler de lui. Il s'agit du prince abbé de Saint-Gall. 176 Monsieur de Bombelle à Monsieur de Règecourt, 4 octobre. 177 Elle fut en effet rédigée par du Tertre, mais écrite de la main du roi. Draz, Hist de Louis XVI, T3, correspondance diplomatique du baron de Staël. 178 On se rappelle que le baron de Bombelle, envoyé des princes, avait obtenu un premier subside. À cette époque, le baron de Bombelle est déjà de retour, et, de Berlin, il est allé en Suisse voir son frère. Le comte Valentin d'Esterházy venait d'être chargé d'une mission des princes pour Catherine II. Il était arrivé le 14 septembre à Saint-Pétersbourg. 179 Élisabeth Pauline de Gand de Mérode, guillotinée le 16 février 1794, elle avait épousé Léon Félicité, duc de Lauragais, devenu duc de Brenne à la mort de son père. Une de ses filles avait épousé, en 1773, le duc d'Arenberg. 180 Un projet d'évasion avait été formé et la date, fixée, semble-t-il, au 27 du mois d'après Fersen, mais on l'abandonna vite. Il y en eut d'autres, l'un proposé par l'anglais Crawfurd à la fin de 1791, l'autre en février 1792 par Fersen. Dès le mois de janvier, le bruit d'une fuite royale courait dans Paris. Voir le journal de gouverneur Maurice, les papiers Fersen, janvier et février 1792, et Kablens, par M. E. Daudet, pièce justificative. Il y eut enfin en juillet 1792, divers projets élaborés, l'un par Lafayette qui se figurait jouir encore d'une certaine influence, il se sentit impuissant à faire partir le roi, l'autre dont Madame de Staël était l'âme. Les réunions avaient lieu chez le comte de Montmorin, rue Plumet. Madame Élisabeth, qui avait été en relation avec les principaux constitutionnels, engagea son frère à tenter un effort près des Jacobins. Voir les mémoires de Malouet, T2, et de la duchesse de Tourzel, T2. 181 Les monarchiens, on le sait, étaient les royalistes modérés, ce qu'on appela plus tard les feuillants. Sur le système politique des monarchiens, on peut voir les mémoires de l'un d'eux, Mallet-du-Pen. 182 Sur l'organisation des premiers régiments où beaucoup d'officiers étaient incorporés comme simples soldats, sur le corps de Condé et sur le rassemblement militaire de Kablens, confère Forneron, Hist général des émigrés, T. I. et R. Bittard des Portes, Histoire de l'armée de Condé, premier chapitre. 183 Ce corps prit le nom de Marine royale et atteignit plus tard le chiffre de 600. 184 Dans une lettre du 21 octobre adressée à Madame de Règecourt, Madame Élisabeth écrivait « Je crois, comme toi, que le jeune homme dont tu me parles ne sera jamais heureux dans son ménage, mais je ne crois pas que sa belle-mère en soit tout à fait la cause, je la crois jouée par un vieux renard qui est ami intime de son frère. » Le vieux renard, c'est simplement le comte de Mercy-Argenteau, l'esprit le plus timoré qui fut, qui, lié avec les principaux feuillants, était partisan des atermoiements. Il connaissait à son maître deux boulets politiques, la Hongrie et les Pays-Bas, et comprenait pourquoi il hésitait à se jeter dans la mêlée. 185 Premier décret contre les émigrés. Quelques jours après, les princes en seront avertis par le roi, et l'électeur de Trèves sera invité à disperser le rassemblement de Kablens. 186 Daudet, Kablens, Forneron, Hist des émigrés, correspé, le marquis de Règecourt au marquis de Bombelle, 16 novembre. 187 Chaque nuit, un homme de garde couchait en travers de la porte de leurs appartements.
Une fois, un caporal se permit de consigner le roi et la reine dans leur chambre, de 9 heures du soir à 9 heures du matin, et cela avait duré 2 jours, Madame Élisabeth à Madame de Raigecourt, 17 novembre. 188 ont empoisonné la famille royale. On a pu prouver que des affidés des clubs des Jacobins s'étaient glissés dans le service du palais, et que Louis XVI, averti qu'on voulait l'empoisonner, se faisait apporter le pain et le vin par le fidèle Thierry de Ville-d'Avray, mémoire de Madame Campan. Le dénuement des prisonniers était extrême. La reine, une fois, pendant 8 jours n'eut pas un sou à sa disposition, elle avait été sur le point d'être forcée d'emprunter au dépôt que le prince de Nassau avait fait pour elle-même. Ce même prince de Nassau écrivait en décembre à Catherine II, « Quelque idée qu'on puisse se former des malheurs du roi et de la reine, l'imagination ne peut les atteindre. Il faut avoir eu le tourment d'en être témoin pour en concevoir toute l'horreur. Et ce que les Jacobins et les Républicains leur préparent les surpasse. Cependant il n'est que trop vraisemblable que leur dessein est de ne les terminer qu'avec leur vie. 189 ministres du roi auprès de l'électeur. 190 Ces bruits erronés avaient vivement irrité et contrarié la reine, qu'ils compromettaient. Le 6 décembre, elle écrivait à Mercy, « Toutes les lettres qui arrivent de Koblenz et du reste de l'Allemagne sont remplies de la nouvelle absurde de notre départ, qui même a été crue par des personnes qui ne connaissaient pas nos sentiments et nos véritables intentions. J'ai voulu m'assurer d'où partait un bruit aussi déplacé. Je n'en suis pas bien sûr, mais il est prouvé que c'est un secrétaire de Monsieur de Metternich, qui a répandu la nouvelle à Koblenz. J'ai sous les yeux le tas de bêtises qu'il a mandé depuis le 17 de novembre jusqu'au 21, où il a fallu enfin changer de ton, il y mêle des circonstances et des noms, qui au moins auraient pu compromettre beaucoup de monde. Ce secrétaire est frère de celui de Monsieur de Vogens, ministre du roi à Koblenz. Vous pouvez montrer cette lettre à ma sœur si vous le croyez nécessaire, je vous demande donc qu'on s'assure comment et pourquoi cet homme a répandu de telles absurdités. Il est très intéressant pour nous d'aller à la source de pareilles horreurs, et je regarderai comme personnel à moi tout ce que vous pourrez faire sur cela. Quant à l'écrivain, si c'est par bêtise qu'il s'est laissé duper ainsi, il peut être dangereux pour une place de confiance et compromettre souvent son maître. Si ce n'est pas cela, je crois rendre service à Monsieur de Metternich et à tous les honnêtes gens en demandant qu'on en fasse justice. Arnout, Marie-Antoinette, Joseph II et Léopold II, p. 229. D'après une note de Mercy, ce secrétaire s'appelait Kenzine. 191 Le duc et la duchesse de Saxe-Teschen. La duchesse était l'archiduchesse Marie-Christine, sœur de Marie-Antoinette. 192 Charles-Hyacinthe du Haut, comte, puis marquis de Vioménil, 1734 à 1827, avait fait de nombreuses campagnes, maréchal de France sous la Restauration, ami fidèle de la famille royale, fut chargé de plusieurs missions confidentielles. Il tenta, en 1792, de faire livrer Strasbourg aux émigrés. Le complot avorta par les hésitations du comte d'Artois. Voir une conspiration royaliste, par M. Victor de Saint-Genis, Revue des Deux Mondes, 1880. 193 Voir les lettres remplies de tristesse que Marie-Antoinette écrit à Mercy, à Fersen, à la duchesse de Polignac, mémoire de la duchesse de Tourzel, journal de Fersen, Beauchesny, Louis XVII, I, recueil Arnout, etc. Quel malheur que l'empereur nous ait trahis, écrit la reine à Fersen dès le 7 décembre. 194 La seule fois qu'ils rompt le silence à la fin de décembre, c'est pour ratifier le « conclusum » voté au mois d'août précédent par la Diète de Ratisbonne, et pour demander au roi de France, la réintégration des princes de l'Empire dans tous leurs droits.
Il répond ainsi à l'ultimatum adressé à Paris à la menace faite de marcher sur l'électorat de Trèves, si les émigrés n'en sont pas expulsés. Voir Koblenz. 195 Nicolas de Luckner, né en Hanovre, était au service de la France depuis 1763. Maréchal de France depuis décembre 1791, il allait prendre le commandement de l'armée de Flandre. Malgré son adhésion à la Révolution et ses attaches girondines, il ne tarda pas à être suspect. Destitué après le 10 août, il fut emprisonné et guillotiné en 1794. Son ardeur belliqueuse et révolutionnaire est bien dépeinte par Siebel, L'Europe pendant la Révolution, T.I. Voir aussi les ouvrages de messieurs Sorel et Chuquet, et Wallon, Hist du tribunal révolutionnaire. 196 La comtesse de Régy, dont il sera plusieurs fois question, était née Madeleine de Bressac. Son père, seigneur de la Vache et de Faventines, était chevalier de Saint-Louis, sa mère était Marie-Anne Aymond de Franguières, elle épousa à Grenoble, le 4 janvier 1783, le comte Joachim de Régy, seigneur de Gâtinais, co-seigneur de Morneuse, né à Roquemaure, le 4 novembre 1757. Madame de Régy mourut à Naples en 1806, son mari à Valence, en 1817. Note fournie par leur arrière-petit-fils, le comte de Régy, à qui nous devons aussi la gracieuse communication du portrait qui orne le frontispice de cet ouvrage. 197 La comtesse de Tilly. 198 Correspondance de Calonne et du maréchal de Castries. Monsieur Daudet, Koblenz. 199 Louis XVI à Gustave III. Feuillet de Conche, 4, 271. 200 Feuillet de Conche, 4, 269, 6, 15, Flamermont, négociations secrètes de Louis XVI et du baron de Breteuil, Paris, 1885. 201 Marie-Antoinette à Mercy, 25 novembre, 16 décembre 1791, Arneut, p. 261, 231. 202 Correspondance de Simolin, Feuillet de Conche, t. I et 2. 203 Catherine à Grimm, 1er septembre à 1791. Gustave III à Fersen, 20 septembre. 204 Fils du marquis Viraud de Sombreuil, frère de l'héroïque mademoiselle de Sombreuil, mort à Quiberon. 205 Genet à Montmorin, Forneron, t. I. 313. 206 Voir Angélique de Macot, marquise de Bombelle. 207 Le comte Esterhazy à sa femme, Saint-Pétersbourg, 4 septembre 1791. Feuillet de Conche, T4. La comtesse Esterhazy devait bientôt rejoindre son mari et tenir un grand état de maison, souvenir de Madame Vigée-Lebrun. 208 La marquise de Bombelle à son mari, Chantilly, 1781. Voir la première partie de cet ouvrage. 209 Mémoire du comte de Langeron. Affétran, MSS. 210 Lettres au comte Woronzow.ch de la Rivière, Catherine II et la Révolution. 211 Souvenirs, t. I. p. 312. 212 Au mois d'août 1791, en réponse à une lettre flatteuse des princes où ceux-ci la comparaient à Prométhée, dérobant un rayon du soleil pour animer le vaste empire que Pierre le Grand avait fait sortir du chaos, et lui demandait une grosse somme d'argent. Catherine s'était exécutée de bonne grâce et avait envoyé une traite de 2 millions de livres. Les princes trouvèrent que ce n'était pas assez. Pour passer le Rhin, ne fût-ce qu'avec 10 000 hommes, le génie de Catherine marchant devant eux, il leur fallait 1 million de roubles. Catherine envoya plus tard la moitié du complément demandé.
213 Le domaine de Lucas lui fut brusquement enlevé à la mort de Catherine, et fit retour à son ancien propriétaire, M. Zagorski, mais Paul Ier lui en donna un autre en Volhynie. Esterházy, mémoire. 214 Âgé de 7 ans, et que l'impératrice avait nommé cornette aux gardes à cheval, brevet du 1er février 1792. Le jeune Esterházy écrivit pour la remercier à l'impératrice, qui répondit à l'enfant. Daudet, Mémoire du comte Esterházy, Introduction. 215 Esterházy semble en effet s'être préoccupé avant tout du roi et de la reine. Woronzow l'assure, le baron de Stedink le répète dans sa réponse à Fersen du 20 janvier. 216 Le comte de Stedink à Gustave III, 21 octobre 1791, Geoffroy, Gustave III et la cour de France. Ces anneaux, nous l'avons vu plus haut, avaient été créés après l'acceptation de la Constitution. 217 Breteuil était alors ministre plénipotentiaire de Louis XVI à Saint-Pétersbourg. Les Orlave s'étaient ouverts à lui sur leur projet de renverser Pierre III et lui avaient demandé des moyens de crédit pour mener à bien leur entreprise. Peu clairvoyant, et ne croyant pas au sérieux de cette communication, Breteuil refusa net son appui aux Orlave. Son erreur sur ce point fut telle qu'il ne pensa qu'à profiter d'un congé, qu'il avait obtenu pour rentrer en France. À Vienne, quelques jours après la Révolution de Saint-Pétersbourg, il trouvait un courrier de Versailles lui apportant l'ordre sévèrement exprimé de retourner à son poste. On peut supposer si Catherine l'accueillit aussi favorablement que par le passé, lui pourtant qui avait été le confident des amours de l'impératrice et de Poniatowski. Mémoire de Ségur, 2, 73. 218 Feuillet de Conche, T4. Catherine au prince de Nassau. 219 Le baron de Stedink, ambassadeur de Suède à Saint-Pétersbourg, au comte de Fersen, 20 décembre 1791, Fersen à Marie-Antoinette, 4 décembre 1791, papier Fersen, publié par le colonel baron de Klinkostrom, Firmin Didot, 1878, TI 220 Le prince de Nassau à Catherine II, 17 décembre 1791. Feuillet de Conche, T4. 221 Mémoire du roi de Suède Gustave III, envoyé à Fersen, aussi 222 À cette époque, Madame de Bombelle ne sait pas encore où est allé son mari. Les lettres arrivent de Francfort où cependant il n'est pas. On le traite toujours avec la même rigueur à Koblenz, car, lors de l'établissement d'une correspondance entre le mentor en politique et mon mari et les princes, le dit mentor a mandé qu'il désirait que son ami fût admis dans la confiance qu'on voulait bien lui accorder et que les anciennes aigreurs fussent oubliées, mais M. de Calonne a déterminé M. le comte d'Artois à s'y refuser absolument de la manière la plus maussade. Le voyage de Saint-Pétersbourg n'était guère fait pour remettre Bombelle en odeur de sainteté auprès des princes. 223 On peut supposer qu'au reçu de la lettre de Fersen et par obéissance aux ordres indirects de la reine, Esterházy avait eu d'abord l'idée de céder la place à Bombelle. La réflexion, peut-être les conseils de Stedink qui s'est mis en avant pour offrir ses services, et fera tous ses efforts pour retenir le comte Valentin et faire partir Bombelle, changèrent l'opinion d'Esterházy. Lettre du 20 janvier. Papier Fersen. 224 Déjà Marie-Antoinette avait terminé sa lettre à Catherine par ces mots, « Si votre Majesté a quelque chose à nous communiquer, que cela ne soit que par monsieur le baron de Breteuil, qui a toute notre confiance, et il est bien essentiel pour nous que le secret soit absolu pour tout autre point. » Il n'y avait dans la confidence que Breteuil, Fersen, Vioménil et Bombelle. On verra plus loin que Catherine s'empressa d'en faire part au prince de Nassau et au comte de Romanzow par l'entremise du ministre Ostermann. Esterházy s'était montré discret au début.
La reine resta persuadée qu'il avait été le révélateur du voyage de Bombay et en conçut contre son ancien fidèle une profonde irritation. 225 feuillets de Conche, TV 226. Catherine avait toujours eu un faible pour le prince de Condé. À la lettre du 24 septembre 1791, à elle adressée par les princes de Condé, elle avait répondu, le 25 octobre, par une lettre remplie de louanges, pour le zèle infatigable et la fermeté héroïque que les Altesses sérénissimes déployaient dans la cause de leur roi opprimé. Rappelant la gloire de la maison des Condé, défenseurs et soutiens des droits du trône, elle ajoutait, c'est sous un de vos aïeux, que Henri IV fit le premier apprentissage des armes. Le grand Condé fonda et assura l'éclat immortel du règne de Louis XIV par ses victoires. C'est à vos Altesses sérénissimes, qui se montrent si dignes d'ancêtres aussi glorieux, qu'il est réservé, en marchant sur leurs traces, de maintenir tout le lustre du nom qu'elles portent. Jean et le présage dans la conduite ferme et généreuse, qu'elles ont tenue jusqu'à présent, et tous les succès qu'elles en obtiendront ne surpasseront point les vues que, dans la sincérité de mon estime et de mon affection pour elles, je forme en leur faveur. Archnat, dossier sur Val. Publié avec variante dans Mémoire pour servir à l'histoire des princes de Condé, T2, Ponthieu, 1820. 227 voire même d'Esterhazy. 228 Ernest Daudet, Histoire de l'émigration. Feuillet de Conche, T4. 229 voir la lettre du baron de Breteuil au maréchal de Castries, 20 janvier. Kablens, pièce justificative. 230 le 4, le comte d'Artois avait écrit à Madame Élisabeth pour exprimer sa juste douleur de voir employer Monsieur de Bombay à son insu et pour rappeler les griefs qu'il gardait au marquis depuis les incidents de Florence, racontés à sa façon. Voir supra. Daudet, Kablens, pièce justificative. 231 feuillet de Conche, TV 232. Pendant ce temps, les biens des émigrés avaient été confisqués par décret du 9 février. Les préparatifs de guerre se font des deux côtés, mais, comme l'écrit le marquis de Raigecourt, nous craignons que l'amour de l'empereur pour la paix et l'impossibilité de l'Assemblée de soutenir une guerre sérieuse, n'amènent quelques fâcheux accommodements, et nous redoutons toujours les deux chambres. À la marquise de Bombay, 4 février. 233 Monsieur Daudet, Kablens, pièce justificative. Le 22 février, Madame Élisabeth écrivait à Madame de Bombay, nous avons une neige affreuse depuis 5 jours et un froid assez piquant. Malgré cela, la reine et les enfants ont été aux événements imprévus. Audio, A. Comme j'aime ma maîtresse. Il y a eu les plus vifs applaudissements, et lorsqu'ils disent « il faut les rendre heureux », une grande partie de la salle s'est écriée « oui, oui », bref le duo a été répété 4 fois. Au milieu de tout cela il y a les Jacobins qui ont voulu faire le train. C'est une drôle de nation que la nôtre, il faut avouer qu'elle a des moments charmants. La princesse compte les mêmes événements quelques jours après au comte d'Artois. En même temps elle donne à son frère des conseils de modération et des impressions sur la reine, dont la justesse doit être remarquée. Je trouve que le fils a trop de sévérité pour sa belle-mère. Elle n'a pas les défauts qu'on lui reproche. Je crois qu'elle a pu écouter des conseils suspects, mais elle supporte les mots qui l'accablent avec un courage fort, et il faut encore plus la plaindre que la blâmer, car elle a de bonnes intentions. Elle cherche à fixer les incertitudes du père qui, pour le malheur de la famille, n'est plus le maître, et je ne sais si Dieu voudra que je me trompe, mais je crains bien qu'elle ne soit l'une des premières victimes de tout ce qui se passe, et j'ai le cœur trop serré à ce pressentiment pour avoir encore du blâme. Le 28, Madame Élisabeth annonce à Madame de Bombay la mort de la vicomtesse d'Aumale, ancienne sous-gouvernante des enfants de France, qu'elle aimait beaucoup.
234 Le comte de Caraman avait rempli à Berlin une mission secrète. 235 Le baron de Tobbe au comte de Fersen, 20 février. Papier Fersen. Dans ses mémoires, on sent Esterhazy gêné vis-à-vis de Bombay l'autrefois son ami. 236 Genet à de Lessard, 17 février et 20 mars. Affétran, Forneron, I. 312. De Lessard n'était plus ministre quand arriva la seconde dépêche. On sait qu'il fut massacré, le 9 septembre, avec les prisonniers d'Orléans à Versailles. Dumouriez fut nommé ministre le 17 mars. Il quitta le ministère en juin devant le refus du roi de sanctionner le décret contre les prêtres. Aux affaires étrangères, il fut remplacé par le marquis de Chambonnat. 237 Le 22 mars, Madame de Bombay a écrit à Madame de Raigecourt une longue lettre renseignée. Je vous avoue que je suis très fâchée que le voyage de mon mari n'ait pas pu se concerter avec Koblenz. Que doit penser l'impératrice de voir le peu d'union qui règne entre lui et le comte d'Esterhazy? Au lieu de s'entraider, ils doivent se nuire, et le résultat en est le mal pour tout le monde. Mon mari a fait tout au monde pour lier sa partie avec son ancien ami, mais il n'y a pas eu moyen. L'arrivée de Monsieur de Nassau a été pour lui un soulagement, il est vrai, ils se sont vus, entendus et compris, et j'espère que tout en ira mieux. Mon pauvre mari ne désire que le bien et la paix, et il est bien plus affligé de la persécution des princes pour la chose que pour lui. Le 3 avril, elle revient sur le même sujet et complète ses réflexions. Il a fait tout au monde pour s'entendre avec le comte d'Esterhazy qui, au lieu de se conduire de même, n'a cherché qu'à lui barrer tous les chemins, et l'a fait tellement passer pour démocrate, qu'on était étonné, qu'ayant de tels principes, il portait sa croix de Saint-Lazare. Je suis aussi profondément affligée, bien moins des désagréments de mon mari, qui, en se faisant connaître à Saint-Pétersbourg, se fera juger, que de l'inconvénient affreux qui résulte de nos querelles intestines, et je vois avec douleur que les torts sont de tous les côtés, et que personne, hors mon mari, n'est animé du désir de servir Dieu, son roi et sa patrie, sans être préalablement plus occupé de ses intérêts et de sa vengeance propre. 238 Fersen, 28 mars. 239 Léopold, frère de Marie-Antoinette, se prêtait peu au projet des princes, et sa mort fut saluée avec une joie assez peu discrète. Mort le 1er mars 1792. 240 Gustave III, blessé mortellement, le 10 mars, par le pistolet d'Ankarström, succombait à sa blessure le 29 mars. Il était le ferme soutien de la famille royale et des émigrés, et sa mort fut cruellement sentie par ces derniers, tandis qu'elle arrachait des cris de triomphe aux feuilles révolutionnaires. Voir sa correspondance avec Fersen dans le Comte Axel de Fersen, par le colonel baron de Klinckowström, et l'excellent ouvrage de Monsieur Geoffroy, Gustave III et la cour de France. 241 Bombay ne sait combien de temps durera sa mission si peu déterminée. Je n'ai jamais eu le projet de faire ici, Saint-Pétersbourg, un long séjour, écrit-il au comte de Régy, le 10 avril 1792. J'ignore pourtant ce que je deviendrai cet été, mais je ne néglige rien pour arriver pendant cette saison même au sommet de la colline où vit tout ce que j'ai de plus cher au monde. À brebis tondu, Dieu mesure le vent. Il jouit d'une bonne santé depuis qu'il est en Russie. Il se fait, comme d'ordinaire, des illusions sur ses succès de diplomate, il s'en fait aussi sur le processus des événements. Ne croyons ni aux gens qui se figurent que nos malheurs touchent à leur terme, ni à ceux qui les voient incurables, éternels. Les souverains n'ont pas su ce qu'ils se devaient, une vieille jalousie pousse encore l'ivraie au milieu des bonnes dispositions qu'on reconnaît qu'il faut avoir, mais l'eau qui tombe goutte à goutte perce les plus durs rochers, et il s'en faut de beaucoup que celui sur lequel repose la constitution ait la solidité du granit.
Disons avec le grand Frédéric que tout le mal qu'on appréhende n'arrive pas, comme tout le bien qu'on espère ne s'effectue pas. Bombelle croit être à plus d'à moitié de son séjour à Pétersbourg, il oublie les difficultés du commencement. Je ne regretterai jamais d'y être venu, je dirai à mes petits-enfants, j'ai vu Catherine, et j'aurai connu un pays qui, sans elle, eût perdu tout le fruit des travaux de Pierre Ier, qui, par elle, s'est élevé au plus haut degré de splendeur. Pendant ce temps, Esterhazy souligne que Bombelle fut moins bien traité que ne l'étaient les étrangers considérables qui venaient en Russie. 242 Le nouveau roi de Hongrie et empereur d'Autriche, François II, plus tard empereur d'Allemagne, venait d'envoyer un mémoire aux puissances ennemies de la Révolution française pour les coaliser contre la France. Bombelles avait obtenu de Stedink de présenter des observations, comme émanant de l'ambassadeur de Suède, sur le mémoire destiné à Catherine II. L'ambassadeur de Hongrie et le ministre de Prusse se donnaient bien du mouvement pour que les secours de la Russie ne fussent qu'en argent. Bombelle se berçait de l'illusion que Catherine, par orgueil, voudrait que ses drapeaux paraissent, v. Papier Fersen et à Sorel, l'Europe et la Révolution française, T2. 243 Correspondance de Catherine II, 12 avril et 2 mai, Sorel, l'Europe et la Révolution, T2. 244 Rapport de Bombelle à Breteuil, 8 mai. Fersen à Marie-Antoinette, 2 juin. Au roi de Suède, 3 juin. Papier de Fersen, T2, 267, 286, 296. 245 Voir à Chuquet, l'invasion prussienne, p. 46 à 47. 246 Madame de Bombelle à Madame de Raigecourt, 27 avril. Catherine à Grimm, 4 juin. Les troupes de Catherine étaient entrées en Pologne, le jour même où l'Autriche et la Prusse avaient donné l'ordre à leurs troupes de marcher sur la France. 247 Celui-ci flottait dans les alternatives de satisfaction ou de découragement. À la fin de mai, il a mandé à sa femme qu'il était plus content. Sa femme est plus sceptique et, partant, dans le vrai. Cependant, il ne s'explique pas, mande-t-elle à monsieur de Raigecourt, le 1er juin, et je ne comprends pas ce qu'on en peut espérer, car si la Russie fait la guerre à la Pologne, comment peut-elle se mêler de nos affaires? Au reste, nous pouvons nous passer d'elle, et il nous suffit qu'elle soit neutre. 248 Lettre de Catherine à Grimm, 17 août 1792. 249 Je soutiens, écrivait-elle à Grimm, le 20 mai, qu'il ne faut s'emparer que de 2 ou 3 bicoques en France et que tout le reste tombera de soi-même. 20 000 Cosaques seraient beaucoup trop pour faire un tapis vert depuis Strasbourg jusqu'à Paris, 2 000 Cosaques et 6 000 Croates suffiraient. Même après la reculade de Valmy et la cacade qui s'ensuivit, elle n'est pas déconcertée et ne change pas de système. Les 2000 Cosaques avec beaucoup d'autres vont combattre la jacobinière de Pologne et non celle de France. 250 Un jour viendra même où elle se reprochera d'avoir fourni inutilement tant de subsides aux émigrés. Le 5 septembre 1796, 3 mois avant sa mort, elle écrira à Grimm, « Ils ont eu des fonds énormes. Qu'en ont-ils fait? Ils ont vécu grandement, largement et ont tout mangé et n'ont fait que de l'eau claire. Au premier moment, ils ont eu 8 millions, moi seul, je leur ai fait tenir au-delà d'1,5 million de roubles la première année. 251 La confusion où la Révolution française jetait l'Europe devait permettre à Catherine II d'exécuter ses plans à l'égard de la malheureuse Pologne. Confère les ouvrages de Siebel et de Monsieur à Sorel, déjà cités, et l'histoire diplomatique de la Révolution française, par le baron de Bourgoin. 252 Mémoire de Madame Campan. 253 Considérations sur la France, TI 254 Mémoire de la duchesse de Tourzel, 2, 178.
255 Mémoire de Weber, 413. 256 par Monsieur Albert Savine. 257 Le manifeste que signa le duc de Brunswick, œuvre de folie des émigrés. Voir dans l'histoire parlementaire, T16, le manifeste in extenso. Voir aussi, Mortimer Ternaux, Hist de la Terreur, T2. Mathieu Dumas a nommé le manifeste du duc de Brunswick, l'acte le plus impolitique que l'orgueil et l'ignorance aient jamais dicté, véritable fratricide des princes français émigrés envers Louis XVI et sa famille. Le manifeste était dû à la plume d'un émigré, Monsieur de Limon, et ce fut Fersen qui fit substituer ce texte à celui bien plus modéré de Mallet du Pen. 258 Ce n'est pas sans raison que Madame Élisabeth pouvait s'effrayer de la présence des Marseillais. On sait quel rôle ils jouèrent dans le drame des Journées d'août. 259 Voir les mémoires de la duchesse de Tourzel, T. I. Les mémoires de Lafayette, T. I. de Bertrand de Molleville, T. I. de Miot de Méliteau, T. I. de Brissot, T4, et Taine, les origines, la conquête jacobine. 260 Il faut relire ces pages des mémoires de Malouet où le rôle de Madame Élisabeth est clairement exposé. Confère aussi les mémoires de la duchesse de Tourzel. 261 Même dossier des Archives nationales, publié par Monsieur Albert Savine, revue hebdomadaire, 9 août 1902. 262 Avant les démarches tentées in extremis sur les meneurs du mouvement en faveur de la déchéance, on ne croyait plus possible de sauver la famille royale. Le 1er août, Marie-Antoinette avait fait écrire par Goguelat à Fersen une lettre désespérée. Pétion, au nom de 46 sections sur 48, demandait la déchéance le 3. Les Marseillais s'installèrent au centre de la capitale, tandis que Jourdan Coupe-Tête et les massacreurs de la Glacière se joignaient à Senneterre. Le roi et la reine s'attendaient à être égorgés. 263 La lettre, malgré la date écrite en surcharge par la princesse, est du 9 et non du 10. Les motions relatives aux fédérés, à renvoyer à Soissons, le sursis pour le vote du décret de déchéance, l'apparition à l'Assemblée du maire Pétion, tout cela est du 9. 264 Journal d'une bourgeoise pendant la Révolution, Madame Julien, publié par Monsieur Locroix. 265 1754 à 1835. Avocat, conseiller au Parlement de Metz, s'était fait remarquer par des travaux d'économie politique. Il défendit la famille royale dans le Journal de Paris, dut se cacher après la proscription des Girondins et ne reparut qu'après le 9 Thermidor. Il entra à l'Institut, professa aux Écoles centrales, seconda Bonaparte au 18 Brumaire, devint conseiller d'État, puis sénateur, ministre des Finances de Joseph, comte et pair de France en 1815. Il vécut dans la retraite sous la Restauration et ne recouvra la pairie qu'en 1832. Il a écrit nombre d'ouvrages économiques et littéraires, même des comédies historiques. 266 Mots de Mademoiselle de Tourzel, souvenir de 40 ans, p. 131. 267 C'est à tort que j'ai de lui donne l'épithète d'âgé. Bombelles avait alors 54 ans. 268 Une lettre suivante de Madame de Régecourt l'a dit réfugiée rue de Sèvres, saine et sauve. 269 CFR, Betrage zur Erbschaftlichen Arzneimittel. Paris, 1804, Ir Parti, p. 169. 270 Dès le lendemain de Valmy, Brunswick avait entamé des négociations avec Dumouriez, et dès le 30, la retraite des Prussiens avait commencé. Il faut se rappeler que le duc de Brunswick faisait mollement la guerre à la France, qu'en janvier 1792, Philippe de Custine avait été chargé d'une mission particulière auprès du duc de Brunswick.
Il ne s'agissait pas seulement, comme l'a écrit Adolphe de Custine, de décider le duc de Brunswick à refuser le commandement de l'armée coalisée contre la France, mais d'offrir au généralissime de prendre le commandement de l'armée française. Si invraisemblable que paraisse le plan, l'idée en fut étudiée. Le duc de Brunswick était très populaire en France, Mirabeau l'avait peint comme un nouvel Alcibiade, les Girondins et Dumouriez l'admiraient, Carat le montrait dans son journal comme le plus grand guerrier et le plus grand politique de son siècle. Voir à Sorel, La mission de Custine à Brunswick, Revue historique, 1876, Mémoire du baron de Bourgoin, première édition, t. Fantômes et silhouettes, Madame de Custine, recueil feuillet de Conche le comte de Fersen et la cour de France. 271. Peu après, Cléry fut autorisé à s'occuper du jeune prince. Voir Louis XVII, par Beauchesne et le journal de Cléry. 272. Ce fut en effet l'un des chefs d'accusation formulés contre Madame Élisabeth, l'année suivante. 273. Le gouvernement français n'avait plus de relations diplomatiques avec le Saint-Siège. Cependant l'ordre avait été donné d'arborer l'écusson de la République sur la maison du consul de France à Rome. Hugon de Basseville, secrétaire de la législation à Naples, était chargé de la négociation, et le 12 janvier, un officier de marine, de flotte, apportait un ultimatum. La population romaine, exaspérée par le procès de Louis XVI, s'ameuta, Basseville et de flotte, qui avaient eu l'imprudence de se promener sur le Corso, furent poursuivis, Basseville fut tué et de flotte n'échappa qu'à grande peine. Le baron de Mâcon était alors ministre à Naples, voilà pourquoi Madame de Bombelle avait pu croire dans le premier moment que c'était lui qui avait été assassiné. 274. Voir le tome 2 de Liste de l'émigration par Monsieur Ernest Daudet. 275. Abandonné par ses troupes, Dumouriez avait été contraint, le 5 avril, de se réfugier dans le camp autrichien. Il avait un plan pour restaurer la monarchie, mais non pas suivant les vues des émigrés, ce qui fait que ceux-ci partageaient sur lui les préjugés de Madame de Bombelle. Eussé-je sans vie, avait dit Dumouriez, que je les donnerais pour mettre un terme aux atrocités des Jacobins, et en eussé-je mille que je les sacrifierais de même pour ne laisser aucun pouvoir étranger ni aucun émigré dicter des lois à ma patrie. Voir Siebel, Histoire de l'Europe, pendant la Révolution, T2, à Sorel, L'Europe et la Révolution française, T2, Mortimer Ternaux, Histoire de la Terreur, T6, où l'affaire Dumouriez est contée en grand détail, le journal de Fersen. Voir enfin le dernier ouvrage en date, La trahison de Dumouriez, par Monsieur Arthur Chuquet. 276. Voir ce que nous avons dit au sujet de la lettre du 6 août adressée à Madame Élisabeth. 277. Madame de Bombelle est inégale dans ses appréciations politiques. Nous avons montré des moments où elle s'est montrée plus modérée et, partant, plus perspicace. 278. Par décret du 6 avril, la Convention avait ordonné l'arrestation de tous les Bourbons qui se trouvaient encore en France. En exécution de ce décret, le duc d'Orléans, Philippe Égalité, le duc de Montpensier et le comte de Beaujolais étaient incarcérés à Marseille. Le duc de Chartres, dont la conduite militaire avait été fort brillante à Jemmapes et à Valmy, avait suivi Dumouriez en émigration. 279. Madame de Bombelle partageait les illusions de beaucoup d'émigrés et de royalistes sur Gaston, perruquier, général de quelques jours, qui commanda le soulèvement de Châlons et fut tué le 15 avril 1793 à Saint-Gervais. De faux rapports avaient fait de lui le commandant de Longwy, qui avait ouvert ses portes aux princes en 1792, et beaucoup s'imaginaient que tous les insurgés vendéens étaient commandés par le général Gaston. Voir les mémoires de Madame de la Roche-Jacquelin, t. I. p. 105, Édith Dantu.
280 Nantes fut attaquée le 29 juin par les troupes de Charette et de Catlino. L'armée royale dut se retirer après 18 heures de combat. Catlino était blessé à mort dans l'attaque et mourait quelques jours après. 281 pour le mouvement fédéraliste, voire du Châtelier, Histoire de la Révolution en Bretagne, Confère Carrier à Nantes, Plomb, 1897. 282 La capitulation de Mayence est du 22 juillet. Celle de Valenciennes du 1er août. 283 Marais, le futur duc de Bassano, Huguet de Montaran de Sémonville, futur marquis de Sémonville et grand référendaire de la cour des pairs, alors agent diplomatique de la République, furent en effet arrêtés le 25 juillet. L'Autriche, violant le droit des gens avec le but de se faire des otages, les fit enfermer dans la forteresse de Kufstein, en Tyrol. Ils y demeurèrent jusqu'en 1795, époque où ils furent échangés contre Madame Royale. On doit croire qu'en traversant l'Italie, les deux envoyés étaient chargés de promettre à Florence, Venise et Naples la conservation des jours de la reine, à condition que ces trois États feraient un traité d'amitié avec la France. Voir, Marais-duc de Bassano, par le baron Ernouf, sur la captivité de Kufstein cf. Les papiers Bassano publiés dans le Carnet historique et littéraire, année 1899. Sur la généalogie des Montholon-Sémonville, voir les souvenirs de la comtesse de Montholon publiés par le vicomte du Couëdic et le comte Fleury, Émile Paul, 1901. 284 Les émigrés semblent s'être complus à souligner d'étranges sortes la façon peu courtoise dont Sémonville et Marais avaient été accueillis en Suisse. Sémonville se plaint à Barthélemy, ambassadeur auprès de la République helvétique, à Coire, Monsieur de Bombelle, considéré comme le chef des émigrés, avait retenu une chambre pour voir de la fenêtre les insultes dirigées contre nous. Un silence absolu et l'attitude du mépris devaient être notre seule réponse jusqu'à une provocation directe. Elle n'a point eu lieu, mais ce complément d'outrage n'était pas nécessaire pour que vous fussiez instruits d'un fait aussi contraire aux principes professés pour le Conseil helvétique. Papier de Barthélemy, publié pour la Commission des archives diplomatiques, par Jean Koolek. 285 Il ne pouvait être question de Gaston, mort depuis 3 mois. Mais 4 jours après la mort de Catlino, le 18 juillet, Senneterre fut battu à Villiers par les Vendéens de la Roche-Jacquelin et de l'Escure. Senneterre ne put s'échapper qu'à grand-peine. Voir les mémoires de Madame de la Roche-Jacquelin et Savary, Guerre des Vendéens, T2. 286 Le marquis de Soucy, fils de la sous-gouvernante des enfants de France avait, on se le rappelle, épousé sa cousine, mademoiselle de Mâcon, sœur d'Angélique. 287 Opinion de Napoléon, mémoire d'un ministre du Trésor public, T3. Paris n'a plus un crime à commettre, écrivait le cardinal de Bernis. Le dernier ajoute à tous les autres un degré d'horreur et d'infamie inconnu jusqu'à aujourd'hui. 288 Le 16 octobre. 289 Gagné est exagéré, mais Danton avait fait répondre à Mercy que la mort de la reine n'entrait pas dans ses calculs. 290 Marie-Antoinette avait reçu, à la conciergerie, les secours spirituels d'un prêtre non assermenté, l'abbé Magnin, mort curé de Saint-Germain-l'Auxerrois. Le fait a été démontré par Monsieur de la Rocheterie, Revue des questions historiques, janvier 1870. La même question a été traitée dans la même revue par Monsieur Victor Pierre, janvier 1890. 291 Voir Ferrand éloge de Madame Elisabeth. Note de Madame de Bombelle. 292 dont un descendant devait écrire plus tard l'histoire du prince de Nassau-Sigean. 293 Madame Elisabeth fut guillotinée le 10 mai 1794. On sait avec quelle douceur mourut la sainte princesse.
Il faut lire, dans le beau livre de Monsieur de Beauchesney, la scène sublime où les compagnes de son martyr vinrent, sur l'initiative de Madame de Crussol, embrasser la princesse et lui demander sa bénédiction. Lire aussi Pages sombres, livre récent où Madame la duchesse de Brissac a raconté cette scène avec émotion. Monsieur Des il avait aperçu par hasard dans le trajet qu'on lui faisait suivre pour la conduire au supplice. Il fut tellement affecté de cette vision que, rentré chez lui, il répondit à sa femme qui le pressait de s'expliquer sur le changement survenu dans sa personne: « J'ai reçu le coup de la mort, je viens de rencontrer et de reconnaître dans une charrette un ange allant à l'échafaud. » 294 Éloge de Madame Élisabeth. 295 Le comte de Régy écrit ceci à la date du 19 mai, « Nous avons reçu l'affreuse nouvelle de la mort de Madame Élisabeth, qui a été sacrifiée et massacrée par les mêmes scélérats qui ont immolé le roi et la reine. » Après des réflexions sur les « monstres qui composent le tribunal dit révolutionnaire », Monsieur de Régy ajoute, « Madame de Bombelles, qui avait été sa dame de compagnie et son amie de cœur, perd en elle tout ce qu'il est possible de perdre, aussi est-elle affectée de cette mort autant que peut l'être un cœur aussi honnête et aussi sensible que le sien. Il n'y a qu'un seul sentiment parmi nous, celui de la plus profonde horreur pour les scélérats bourreaux et tyrans de la France, et celui de l'affliction que nous cause la perte d'une princesse si vertueuse, ainsi que du plus tendre intérêt pour son amie, que cette mort a mise dans un état pitoyable. 296 Cette dernière lettre de Madame Élisabeth est donnée plus loin. 297 Lettres publiées dans les mémoires d'Alicent de Chazet. 298 Alicent du Chazet, aussi feuillet de Conche, correspondance de Madame Élisabeth. 299 Plus tard, en 1796, et non en 1804, comme l'écrit Monsieur Daudet, le comte d'Artois, devenu plus juste, écrira au comte de Vaudreuil: « Monsieur de Bombelles a pu avoir des torts envers moi, mais je ne dois pas oublier que sa femme était l'amie de ma malheureuse sœur, et qu'en mourant elle m'a recommandé la famille de son ami. » L. Pingot, correspondance de Vaudreuil, T2, 268. 300 Le nombre des maréchaux de camp était déjà invraisemblable. Son frère, le baron de Bombelles, était un de ceux-là. Voir l'histoire de l'armée de Condé, par Monsieur R. Bittard Desportes. 301 L'armée de Condé s'acheminait vers la Pologne. Quelques semaines auparavant, l'Europe avait appris, non sans stupéfaction, que Paul Ier prenait à son service ces quelques milliers de Français, que l'Angleterre et l'Autriche venaient d'abandonner, et qu'il leur donnait le choix entre des emplois dans l'armée russe ou des terres en Crimée. Tandis que le prince de Condé était appelé à Saint-Pétersbourg, l'armée s'était embarquée en Bavière pour gagner la Pologne sous la conduite de commissaires russes. Moitié par bateau, moitié par voie de terre, elle traversait la Moravie et la Galicie pour gagner la Volhynie, où elle devait séjourner jusqu'au printemps à Dubno, siège du quartier général des princes. L'armée de Condé séjourna en Pologne jusqu'à la formation de la seconde coalition. Elle fut alors dirigée vers la Suisse, trop tard pour prendre part aux opérations. Le tsar ne se montrait pas disposé à la conserver après qu'il se fût séparé de ses alliés. Au commencement de 1800, Condé obtint, par l'intermédiaire de Wickham, qu'elle repasserait à la solde de l'Angleterre. Pour les détails, voir l'ouvrage de Monsieur Ernest Daudet, Histoire de l'émigration, T2. 302 Correspondances publiées par Monsieur de la Rocheterie, et Introduction. 303 Il avait publié déjà, en Suisse, une brochure de considération. Les mémoires complets existent. Nous avons déjà dit plus haut pourquoi ils ne seront pas publiés et comment nous était venue la bonne fortune d'avoir communication d'un important fragment qui est en la possession de Monsieur le marquis de Castéja. De ces pages, nous avons donné le meilleur dans les premiers chapitres de ce volume.
Le maréchal de Castellane, de ses souvenirs, page 335, parle de 80 volumes manuscrits remplis d'anecdotes, mais qu'on aura sans doute brûlés après sa mort. Il a connu le marquis de Bombelles, il a goûté son esprit et regrette la non-publication de ses mémoires. À la date de mars 1817, mais là le journal n'a pas été écrit au moment même, car Bombelles n'est mort qu'en 1822. 304 de Windisch-Fréchet, près Marburg en Basse-Styrie, alors quartier général du prince de Condé. 305 Comte Ferrand, éloge de Madame Élisabeth, article de la Gazette de Brune des 1er et 4 octobre. Alissant de Chazet, Mémoires et souvenirs, T2, feuillet de Conche, correspondance, introduction. Feuillet ajoute un souvenir personnel. Passant à Brune en 1852, il trouva un vieillard de 71 ans qui avait assisté à cette scène et s'en souvenait comme d'une chose présente. 306 Les restes de Madame de Bombelles furent transférés, il y a une dizaine d'années seulement, dans la sépulture de famille des Bombelles dans la terre d'Opeka, près de Vinica, Croatie. Renseignements fournis par Monsieur le comte Marc de Bombelles. 307 Voir journal d'un fourrier de l'armée de Comtade, publié par le comte Gérard de Comtade, et l'histoire de l'armée de Condé, par Monsieur Bittard Desportes. 308 Parlant des émigrés militaires, Napoléon a dit à Sainte-Hélène, ils étaient salariés de nos ennemis, il est vrai, mais ils l'étaient ou auraient dû l'être pour la cause de leur roi. La France donna la mort à leur action et des larmes à leur courage. Mémoire de Napoléon, T2, p. 310. 309 Archives de Monsieur le comte de Régy. 310 Archives de Monsieur le comte de Régy. 311 La reine Caroline de Naples. 312 Ville de Silésie qu'avait prise le grand Frédéric en 1741, et dont s'empare Jérôme Napoléon en 1807. 313 Dominique Joseph Vandamme, né en 1771 à Cassel, Nord, mort en 1830, fit toutes les campagnes de 1792 à 1812. Disgracié, en 1812, par suite de ses démêlés avec Jérôme. En 1813, il fut fait prisonnier à Culem, avec 6000 hommes, désastre qui compromit le plan de la campagne. Père de France pendant les 100 jours, s'exila en Amérique à la Deuxième Restauration, ne revint en Europe qu'en 1824, et mourut en Belgique. 314 Alissant de Chazet, MGR de Bombelles. 315 Henri François, né le 26 juin 1789. 316 Inédite, d'après l'original. Collection d'autographes de Madame Louis de Cernay. 317 On chante encore ses louanges dans le diocèse, Alissant de Chazet ne nous laisse ignorer aucun trait de sa bienfaisance. Madame Auguste Cravant, qui l'a beaucoup connue, avait conservé de Mgr d'Amiens la plus douce et la plus affectueuse mémoire, par son apparence de bonté et de sainteté, sa figure rappelait celle de saint Vincent de Paul et de saint Alphonse de Liguori, et quoiqu'il ne fût pas de haute taille, il avait l'air noble, et ses manières étaient celles d'un grand seigneur, tout en étant d'une simplicité et d'un enjouement qui attiraient autour de lui les enfants partout où ils se trouvaient. Il aimait à leur parler, à les exhorter et à les bénir, récit d'une sûre. D'autres témoins oculaires ont souligné et sa mansuétude et la gaieté de son esprit. C'est le maréchal de Castellane se rappelant qu'un certain soir, chez Monsieur de la Ferronnays, le marquis évêque joua des valses et des contredanses sur le piano. Il a même un peu dansé. Ce bon évêque n'aura pas été, je l'espère, damné pour cela, et le journal ajoute, il portait sur sa mitre ses 2 étoiles de maréchal de camp. Un autre souvenir est conté dans les Mémoires de la Restauration et repris par Monsieur de Normandie, dans ses curieux souvenirs.
Un soir, comme M. de Bombelle, accompagné de 2 de ses fils, allait entrer dans les salons d'une ambassade, l'huissier lui demanda son nom, annonçait l'évêque d'Amiens et ses fils. Devant la tête abasourdie de l'huissier, il reprit, annoncez, alors, l'évêque d'Amiens et les neveux de son frère. 318 La marquise de Travanay, sœur de M. de Bombelle, était rentrée en France sous l'Empire. Elle mourut à Paris, le 4 mai 1828. Son tombeau est au cimetière du Mont Valérien, 10e rangée. 319 Cette maison était en face de l'hôtel de Louvois. Madame de Louvois, sœur du marquis, donna une soirée de noces où fut joué un proverbe de Leclerc. 320 Dont les agréables souvenirs viennent d'être publiés par le comte de la Boutétière, son petit-neveu, Plon. 321 Mariée l'une au comte Clam Martinite, l'autre au baron de Puton. 322 Par l'aimable entremise de Monsieur le comte Illy de Lastour, alors secrétaire d'ambassade à Vienne, qui nous a mis en correspondance avec les survivants de cette noble famille de Bombelle, aujourd'hui dispersés en différentes parties de l'Autriche. 323 Il n'était que le troisième, il devint le second après la mort de Beach, en 1805. 324 Il correspondait directement avec Metternich. Welchinger, le roi de Rome, p. 93. 325 Devint colonel et fut longtemps attaché à la maison de l'empereur François-Joseph. C'est le comte Louis, aujourd'hui octogénaire, et père de la baronne de Chelles. 326 Elle fut l'amie de Nathalie Narichkin. Il est souvent question d'elle dans La sur Nathalie Narichkin, fille de la charité de Saint-Vincent de Paul, par Madame Hague. Cravant, né La Ferronnays. 327 Verclin, qui avait succédé comme ministre à Neyperg, s'était vu chassé en 1830 par la Révolution, et il était trop impopulaire pour être repris au retour de Marie-Louise. 328 Comte de Falloux, mémoire d'un royaliste. 329 On se rappelle que l'archiduchesse avait épousé Neyperg lors de sa deuxième grossesse en 1820, mariage nul, puisque Napoléon n'était pas mort. En 1821, Neyperg chercha une formule pour annoncer la mort de l'empereur. Il trouva cette périphrase, Serenissimo consorte della Duchessa, et la Gazzetta di Parme annonça que le sérénissime prince consort de la duchesse était mort. Metternich, après avoir beaucoup ri, écrivait le 2 août à Neyperg, votre découverte du sérénissime consort est une merveille. Trollard, de Montenotte à Arcole, archives de Parme. Les deux enfants portèrent le nom de Montenuovo, traduction italienne du nom de Neyperg, Nouvelle-Montagne. Neyperg mourut en 1829 et fut enterré au couvent de Saint-Paul, où Marie-Louise lui fit élever un monument de 120 000 francs. Ernesto Messi, Li du Mogli di Napoleonei, Bologne, 1889. 330 Ce mariage eut lieu avec l'assentiment de la cour d'Autriche, et l'archiduchesse en a indiqué la date dans ses deux testaments, celui du 25 mai 1837 et du 22 mai 1844. Il est dit à l'article 17 du Second Testament, je lègue au comte Charles de Bombelle, mon grand maître, avec lequel je suis marié secrètement depuis le 17 février de l'année 1834, le capital nominal de 300 000 livres italiennes en rente milanaise, legs qui se solde sur les papiers publics que je possède, archives de Parme, note d'Armand Baschet. 331 Monumenti e Munificenza de S. Monsieur la Princessa Impériale Maria Luigia, Parme, 1845, publié par ordre du comte de Bombelle. Welchinger, le roi de Rome. Trollard, de Montenotte à Arcole. Chaillot, notice sur l'administration du comte de Bombelle, 1858.
332 Une tradition très vivace raconte que Bombelle avait été visé par les conspirateurs, et que le chapelain aumônier, ayant bu de l'eau empoisonnée, mourut à sa place. D'après cette même tradition, Marie-Louise, qui mourut, en effet, très rapidement, aurait bien pu périr victime d'un empoisonnement. Voir la mort de Marie-Louise, d'après des documents italiens dans la Marquise de Sade. Recueil de fragments historiques, par Monsieur Paul Ginisti. 333 La sur Nathalie Narichkin, par Madame Hague. Cravant. 334 Aujourd'hui rue Gambetta. Le Roi, Ist de Versailles, rue par rue, T2. Table des matières chapitre 1er 1788 page Les Bombelles à Versailles. Journal du Marquis. Mademoiselle de Matignon et l'hôtel de la Vaupalière. Chez le comte de Montmorin. Monsieur de Malherbe et les Loménie de Brienne. Refus définitif de se marier de Mademoiselle de Rohan-Rochefort. Le château de Meudon. Nouvelle extérieure. La reine et la duchesse de Polignac. Nouvelle politique. Effervescence des provinces. Les gentilshommes bretons. Départ du baron de Breteuil. Le maréchal de Vaux en Dauphiné. Un chapitre 2 Continuation du journal. La députation de Bretagne et le roi. Les ambassadeurs de Tipoussa et Batrianon. Chute de Loménie de Brienne. Facétie des Parisiens à ce sujet. Les dessous de la disgrâce. La duchesse de Polignac. Disgrâce de Lamoignon. Émeute à ce sujet. Le Parlement et la cour. Prodrome d'événements graves. Tristesse de Louis XVI. 33 Chapitre 3 Intrigue de l'abbé de Vermont contre la duchesse de Polignac. L'assemblée des notables projetée. Soirée chez Madame de Polignac. Bombelle chante devant la reine. Le duc de Fronsac. Madame Élisabeth déjeune chez les Bombelles. Impatience du diplomate qui réclame une ambassade. Chasse de Madame Élisabeth. Bombelle en course perpétuelle. Comédie chez la duchesse de Mortemart. Mort du maréchal de Biron. Les notables. Monsieur Necker. Concert chez la comtesse d'Artois. Le duc d'Orléans. Le duc du Châtelet, colonel des gardes françaises. Le code national de Bergas. Lettre du prince de Conti. La brochure de Desprez-Mesnil. Mémoire des princes. Considération de Bombelle. Réception de Boufflers à l'Académie française. Fin de l'année 1788. 68 Chapitre 4 Début sombre de l'année 1789. Journal de Bombelle. L'ambassade de Venise en perspective. Mariage de Mademoiselle de Mortemart avec le prince de Croÿ. Nouvelle de cour. Le prince Henri de Prusse. Préparation des états généraux. Necker et Madame de Staël. Considération politique. En route pour le bailliage de Sens. Mort du dauphin. 101 Chapitre V Premier départ. L'émigration de sûreté. Madame Élisabeth donne l'ordre à ses dames de partir. Regret d'Angélique de quitter Madame Élisabeth. Avant de rejoindre son mari à Venise, elle se rend à Stuttgart chez son frère. Installation aux environs de Venise et à Venise. Les Polignac. Correspondance de Madame Élisabeth et de la marquise de Règecourt. Événements de France. Du 5 octobre à la promulgation de la Constitution. Le serment. Bombelle donne sa démission. 132 Chapitre 6 Le comte d'Artois à Venise. Rapport des espions. Le clan Polignac. Les idées du comte d'Artois et de ses amis. Calonne. Bombelle et l'empereur Léopold. Ressentiment du comte d'Artois. Madame de Bombelle à Stuttgart. Correspondance de Madame Élisabeth et de la marquise de Règecourt. L'affaire de Varennes et ses suites. Angoisse d'Angélique de Bombelle. Considération politique. Madame Élisabeth et le comte d'Artois. 158 Chapitre 7 Madame de Bombelle et ses enfants s'installent à Wartheim près de Saint-Gall. Lettre de Madame Élisabeth. Nouvelle politique. La Constitution votée. Conférence de Pillnitz. Situation de plus en plus ambiguë du roi et de la reine. Désaccord avec les princes. La cour de Koblenz. Lettre du marquis de Règecourt. Madame Élisabeth s'emploie à ramener la concorde entre ses frères. Calonne et Breteuil. Illusion des émigrés. Fausse nouvelle d'une fuite de la famille royale. La vie a
Wartein. Correspondance de Madame Elisabeth. Départ mystérieux de Bombelle. 214 Chapitre 8 Le roi et la reine correspondent avec les souverains étrangers. Instruction au maréchal de Castries. Plainte de Calonne. Mission donnée à Bombelle. Son arrivée à Saint-Pétersbourg. Genet et Esterhazy. Attitude de Catherine II vis-à-vis de Bombelle. Sa rancune contre Breteuil. Échec de la mission de Bombelle. Catherine II et la Pologne. 269 Chapitre 9 Les étapes de la Révolution. Le 20 juin. Dernière lettre de Madame Elisabeth. Le comte et la comtesse de Régie. Le drame du Temple. Bombelle à l'armée de Condé. Sa rencontre avec G2. Mort du roi. Procès et mort de la reine. Angoisse des Bombelle. Correspondance avec les Régecourt. Mort de Madame Elisabeth. Douleur poignante d'Angélique. 302 Chapitre X Départ de Wardecq. Course de Monsieur Bombelle. À Ratisbonne. Passage de l'armée de Condé à Brune. Correspondance avec le comte de Régie. Louis de Bombelle. Naissance de Victor Armand. Mort d'Angélique à la suite de ses couches. Touchante manifestation à ses funérailles. Douleur du marquis et de ses enfants. Monsieur de Bombelle entre dans les ordres. Mort de Bitch à Ulm. Rencontre du marquis avec Vandamme. Curé prussien. Évêque d'Amiens. Mariage de Caroline. Mort de Bombelle. Les fils de Monsieur de Bombelle. Le troisième mari de Marie-Louise. 341. Astérisque End of the Project Gutenberg e-book Les dernières années du marquis et de la marquise de Bombelle. Updated editions will replace the previous ones. The all editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalty. Special rule, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works to protect the Project Gutenberg symbol marque commercial concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalty for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copy of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, report, performance and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg symbol marque commercial. Mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg, you agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg symbol marque commercial license available with this file or online at www.gutenberg.org/licence. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works. A by reading or using any part of this Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark / copyright, agreement.
If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copy of Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.e.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works. See paragraph 1.e below. 1.c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work alone as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg symbol marque commerciale mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg symbol marque commerciale works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg symbol marque commerciale name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg symbol marque commerciale license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg symbol marque commerciale work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.e.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg symbol marque commerciale license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg symbol marque commerciale work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restriction whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States,
you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.e.2 If an individual project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charge. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark as set forth in paragraphs 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.3 If an individual project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg symbol marque commercial license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e.4 Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg symbol marque commercial license terms from this work, or any file containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg symbol marque commercial. 1.e.5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.e.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg symbol marque commercial license. 1.e.6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copy of a Project Gutenberg symbol marque commercial work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg symbol marque commercial website, www.gutenberg.org, you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg symbol marque commercial license as specified in paragraph 1.e.1. 1.e.7 Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg symbol marque commercial works unless you comply with paragraph 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.8 You may charge a reasonable fee for copy of or providing access to or distributing Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works provided that, you pay a royalty fee of 20% of the gross profit you derive from the use of Project Gutenberg symbol marque commercial works calculated using the method you already use to calculate your applicable tax. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark, BU et HAS agreed to donate royalty under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation.
Royalty payment must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payment should be clearly marked as sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, Information about donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that /et does not agree to the terms of the full Project Gutenberg symbol marque commercial license. You must require such a user to return or destroy all copy of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copy of Project Gutenberg symbol marque commercial works. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg symbol marque commercial works. 1.e.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below. 1.f1.f.1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg symbol marque commercial collection. Despite these efforts, Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer code that damage or cannot be read by your equipment. 1.f.2 Limited warranty, disclaimer of damage, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedy for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f.3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f.3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a return explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your return explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund.
If you receive the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f.3, this work is provided to you as, with no other warranties of any kind, express or imply, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f.5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain type of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provision. 1.f.6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copy of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg symbol marque commercial work. B. Alteration, modification, or addition or deletions to any Project Gutenberg symbol marque commercial work. And C. Any defective cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg symbol marque commercial. Project Gutenberg symbol marque commercial is synonymous with the free distribution of electronic works in format readable by the widest variety of computer including obsolete, old, middle-aged and new computer. It exists because of the effort of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg symbol marque commercial's goals and ensuring that the Project Gutenberg symbol marque commercial collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg symbol marque commercial and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see section 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3.